Alors bonjour Nicolas, merci d'être là aujourd'hui pour cette interview. Bonjour Sophie. Alors Nicolas, toi tu es un investisseur passionné et tu es aussi le cofondateur avec Ludovic du site Avenue des investisseurs, un site d'information qui parle d'épargne, d'investissement, de placement en bourse et en immobilier, et ce pour tous les niveaux et pour toutes les envies. Tout à fait. On a créé ADI, c'est son petit surnom, Avenue des investisseurs ADI. On Ouais. l'a créé au début 2018, donc ça fait maintenant plus de 3 ans, ça passe très vite. On l'a créé avec Ludovic, qui est un ami que j'ai rencontré sur un forum d'épargnants justement il y a une dizaine d'années. Donc c'est un portail d'information sur l'épargne, l'investissement. On met des guides pratiques, pédagogique, toujours, on se met au niveau vraiment grand public parce que nous-mêmes, on a commencé de zéro. Donc, assez facilement, on arrive à se mettre à la place des gens qui Mhm. débutent et qui commencent de zéro. Je crois que c'est notre force, ça, vu qu'on a, Ouais, on a commencé de rien, on arrive à s'adapter, alors ouais. que les banquiers ou ces gens qui baignent dedans en fait depuis toujours, ils ont du mal à se mettre au niveau du grand public et on a du mal à les comprendre avec un jargon compliqué. Et nous, on arrive à se mettre au niveau, je vais dire zéro, parce que j'ai commencé à zéro aussi. Et du Mais coup, je pense qu'on nous comprend. Pardon? non, exactement, tu vois, j'allais dire, c'est ça que j'apprécie énormément avec ADI, c'est que vous faites un très beau travail de vulgarisation et de proximité en fait avec le lecteur, parce que c'est vrai que l'investissement, ça paraît vraiment très très nébuleux et réservé à une toute petite minorité d'initiés, et en fait, quand on va sur votre site, c'est comme si on s'enlevait un poids sur les épaules et qu'on se disait, ah ok, ok, je vais y arriver, je vais comprendre, pas de problème, etc. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui nous écrivent en nous disant ah, je regrette de n'avoir connu que maintenant. Ouais. Si seulement j'avais connu ça à 20 ans ou à 30 ans, maintenant j'ai 40 ans. Mais bon, vaut mieux commencer tard que jamais. Et même s'ils commencent à 40 ans, ils vont rattraper le temps perdu parce qu'ils Ouais, vont assimiler plein de connaissances et ça aidera pour plus tard. Mais ouais, plein de gens auraient connu, auraient aimé tomber sur ADI bien plus plus jeune. Mais bon, ça n'existait pas. On l'a créé il y a 3 ans. tard. Et on l'a créé justement parce que on voyait notre famille, nos amis, on avait toujours plein de questions en fait de notre entourage parce qu'ils savaient qu'on était calés en matière de finances personnelles, en placement, en investissement. On nous posait toujours plein de questions sur l'immobilier, la bourse, l'assurance vie, etc. Et puis donc il y a 3 ans, on s'est dit mais on va créer un site parce qu'on a marre de rabâcher toujours un peu les mêmes choses. On va créer un site et puis comme ça nos amis, notre famille pour aller dessus et ça sera pratique pour tout le monde. Et puis finalement, ça a commencé sans ambition particulière, si ce n'est d'informer nos proches. Et puis Mhm. ça a grossi bien, ça a super bien grossi, ça nous a un peu surpris, mais maintenant on compte plus de 150 000 visiteurs par mois. Waouh! Donc on est hyper heureux parce qu'on se dit qu'on rend service finalement à plein de Français qui se posaient ces questions. Bah ouais, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de rendre service, ça fait un moment, moi, que je voulais parler d'investissement sur riche au féminin, parce que j'ai de plus en plus de femmes de ma communauté qui me demandent ce qu'elles peuvent faire en fait avec leur surplus d'épargne. Donc écoute, je trouve que ça tombe super bien que tu m'aies contacté et qu'on puisse se parler aujourd'hui pour justement parler d'investissement Les grands pour les... esprits se rencontrent. Voilà, c'est ça. Donc pour parler d'investissement quand on n'y connaît rien et quand on a envie de débuter. Alors, je voulais que tu commences par nous présenter Avenue des investisseurs, mais tu l'as déjà un petit peu fait. Donc si jamais tu veux rajouter des choses, tu peux. Oui, euh, je pense que c'est complet, on a fait le Ouais, tour. parfait. Et moi, ma petite question, c'était à la base, comment est-ce que tu t'es intéressé à l'investissement? Donc, je suppose que tu t'y es intéressé avant même que tu en parles sur Avenue des investisseurs. Donc, je dirais que ouais, ta première volonté d'investissement, ça remonte à quand et qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, ça commence à faire un petit moment. En fait, ça arrivait très, très naturellement et très progressivement. Mhm. Parce que j'étais un peu comme tout le monde, avec zéro connaissance quand j'ai commencé ma carrière, ma vie professionnelle, on va dire, à 22 ans. Ouais. Je n'avais aucune information, aucune formation. Et pourtant, j'avais fait des études en maîtrise compta finance, donc je baignais un peu dans le milieu financier. Mais même au cours de ces études, je n'avais jamais appris en pratique comment investir ou placer. C'est pas ce qu'on apprend dans ces études. Ouais. Et en fait, c'est la vie qui m'a appris à investir parce que et ça a commencé par une belle erreur. En Ah oui? 2007, ma première année de travail,
Je pense que c'est une idée reçue. Mais dès qu'on travaille, bien souvent, on se dit, bon, allez, maintenant, je vais investir dans l'immobilier, je vais pas jeter mon argent par les fenêtres. Et Ouais. voilà, j'ai acheté un appartement, ça s'appelait l'Eurobien, c'est l'ancêtre du Pinel, c'est-à-dire c'est de la défiscalisation en immobilier. Mhm. On achète un bien immobilier qu'on va mettre en location et on peut déduire fiscalement, on a une réduction d'impôt en fait. Mhm. Et j'ai commencé par là parce que voilà, je voulais investir dans l'immobilier, je voulais défiscaliser déjà. Et en fait, c'était une belle erreur parce que tout ce qui est Pinel, Robien, etc., bien souvent, c'est totalement surévalué. On le paye 30 ou 40, voire 50% plus cher qu'un autre appartement classique. Mhm. Et du coup, la défiscalisation qu'on obtient, ça compense pas le prix qu'on a surpayé. Finalement, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Au bout de 3 4 semaines, j'ai comparé. Ah, quand Je me même. suis dit, mince, maintenant c'est trop tard, je peux pas faire marche arrière, c'est déjà signé. Mais je crois que j'ai fait une belle erreur. Et malheureusement, c'était le cas parce que au fil des ans, je me suis rendu compte que voilà, le prix ne progressait pas, voire il baissait parce que c'était totalement trop cher payé. Ça se louait, oui, ça se louait au prix du marché, mais par rapport au prix du bien, c'était un rendement minable. Mhm. Et la défiscalisation, finalement, c'était pas grand-chose par rapport au prix que j'avais payé. Et bah là, j'avais fait confiance à un conseiller en gestion de patrimoine Ouais. qui n'en était pas vraiment un, parce qu'un vrai conseiller, ça aurait fait des simulations, on aurait parlé de ma vie personnelle pour voir si Mhm. l'achat était adapté à ma vie personnelle au niveau fiscal, juridique, etc. Et finalement, c'était juste un vendeur d'immobilier en défisque. C'était pas un vrai conseiller. Et c'est là que je me suis pris une bonne claque, mais finalement, c'est une erreur qui m'a secoué, qui m'a dit, bon, grâce à ça, je vais, voilà, je vais remonter en selle, je vais réinvestir de nouveau, mais du coup, maintenant, je vais bien me renseigner et je vais bien le faire. Et c'est comme ça que j'ai vachement appris. Et je me suis renseigné sur Internet pendant des années. J'ai appris progressivement sur plein d'investissements différents. On a voulu me refourguer aussi, ça c'est aussi c'est classique. Ma banquière a voulu me refourguer une assurance vie avec Ah, 3% de surversement ou ouais, ouais. 4%. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Dès qu'on a un peu d'argent, les banquiers disent bah ouvrez une assurance vie. Sauf que leurs produits ils sont très mauvais. Et à l'époque, je ne savais pas encore, mais là j'ai eu le réflexe au moins de ne pas signer tout de suite. Contrairement à l'immobilier, je me suis dit bon, je vais pas reproduire l'erreur. Ouais, Cette fois, je t'avais prends les appris de tes papiers. erreurs. J'ai appris de mon erreur. J'ai pris mes papiers. Je suis rentré chez moi au calme et je me suis posé. J'ai comparé. Je me suis informé. Qu'est-ce que c'est une assurance vie? Quels produits on trouve sur le marché. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment une mauvaise assurance vie. J'ai pas signé. Et du coup, j'ai signé ailleurs. Et voilà comment j'ai appris l'assurance vie, par exemple. C'est en Ok. concret. C'est la vie qui me l'a appris. Après, l'immobilier, pareil, j'ai investi en immobilier, mais j'ai bien comparé cette fois. Ainsi de suite. Donc, comme tout le monde au début, je connaissais rien, à part le livret A. Et puis après, assurance vie, immobilier, bourse. Et j'ai appris progressivement depuis 2007. Depuis ma première erreur en 2007, j'ai appris, voilà, progressivement jusqu'à créer ADI en 2008. Ok. Donc une première erreur vachement formatrice en fait, C'est finalement. ça. Bah, heureusement qu'elle est arrivée tôt. C'est ce que je dis souvent. Les erreurs, c'est super quand elles arrivent tôt parce qu'après, elles nous forgent en fait pour la suite, tu vois. C'est ça. C'est ça. Bah, valait mieux que ça arrive à 22 ans, sans femme, sans enfant. Ouais, Bon, j'ai perdu quelques dizaines de milliers d'euros, pour être clair. quand même. Mais à l'échelle d'une vie, finalement, c'est pas si énorme à l'échelle d'une vie. Et je Ouais, préférais les perdre à ce moment-là que de les perdre à 30, 40, 50 ans. Et j'aurais perdu bien plus, parce que j'aurais investi plus. ouais, Et puis, j'aurais pas eu tout le background que j'ai eu là en apprenant dès 22 ans à gérer. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et tu vois, ce que je trouve qui est super intéressant et que je vois dans plein de parcours plus ou moins récents, c'est qu'en fait, tu t'es formé parce que, ouais, c'est ça, t'en avais envie. T'avais envie Mm. de comparer, t'avais envie justement de ne pas faire les mêmes erreurs. D'ailleurs, tu t'es rendu compte de ton erreur, certains ne s'en rendent même pas compte. Oui, oui. Et en fait, voilà, tu as été autodidacte, donc tu as testé les choses. Et enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre que juste d'écouter quelqu'un et de dire d'accord, mais de jamais passer à l'action, tu vois. C'est clair, ouais, c'est la curiosité intellectuelle vraiment qui est une des grandes qualités qu'il faut avoir dans la vie, mais dans tous les domaines.
Et Ouais. ça s'applique parfaitement aux finances personnelles. Il faut s'y intéresser soi-même parce que les vendeurs, non, les Les conseillers banquiers? clientèle, mais je dis les vendeurs, mais c'est un bon lapsus parce que clairement, c'est des vendeurs Oui, avant tout, c'est c'est ça. pas des conseillers. C'est des commerciaux, en fait. Les vendeurs en banque, leur intérêt, et c'est normal, c'est de Mmh. vendre les produits de leur banque. Il faut faire du chiffre. C'est pas de conseiller objectivement, puisqu'ils ne peuvent vendre que leurs propres produits. Ils vont pas dire: «Ah bah attendez, je vais faire une étude objective, je vais comparer avec vous toutes les assurances vie. Ah bah prenez plutôt celle de mon voisin, elle est mieux». Bah non, il Mmh. ne peut pas le faire. Il va juste dire: «Ben, ouvrez mon assurance vie», voilà. Donc non, on est mieux conseillé que par soi-même et il faut être un peu curieux pour ça, ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ADI, c'est pour centraliser toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières. Ouais, ouais. Et donc en fait, dans cette interview, comme je l'ai dit dans l'intro, bah, je voudrais qu'on parle d'investissement, mais vraiment de base, quand on est débutant et surtout quand on Mm. n'y connaît rien. Et quand on a cette angoisse en fait de penser qu'on va forcément mal faire les choses. Donc pour vous qui nous écoutez, ne vous inquiétez pas, Nicolas fait un très bon travail de vulgarisation sur ADI. Donc pour cette interview, eh bien, on et il va faire de même. Alors, ce que j'ai fait pour préparer un petit peu les questions de cette interview, c'est que bah, j'ai demandé à mon audience de me poser plusieurs questions sur l'investissement. Et celle qui revenait le plus, j'ai décidé, Nicolas, de te les poser. J'espère que ça te va. Oui, oui, très bien. Allez, on joue le jeu. C'est parti. Alors, première question qui, je l'ai mis en top 1 parce que c'est celle qui revient le plus. Attention, elle est très large. Comment investir lorsqu'on est débutante et qu'on n'y connaît rien? Ok. Alors, déjà pour commencer, on pourrait dire que pourquoi investir? Parce que si je veux investir, c'est pour obligatoirement, le but, c'est gagner de l'argent. C'est pour être clair. Ouais. C'est-à-dire, il faut dégager un rendement. Mais pourquoi on va chercher à dégager un rendement qui est intéressant? Alors là, il faut poser un peu les chiffres. Mais pour un exemple simple, faut réaliser que si on place 500 euros par mois à 2%, ça va rapporter, j'ai fait le calcul sur Excel là, ça va Ouais. rapporter 366 000 euros sur 40 ans. Si on place 500 euros par mois pendant 40 ans, au bout du compte, à 2%, on aura 366 000 euros. Tandis que si on fait l'effort de bien investir, Ouais. en trouvant des investissements plus rentables, admettons, on va placer la même somme, 500 euros par mois, mais à 5% au lieu de 2%, eh bien en 40 ans, on aura 743 000 euros. On passe de 366 à 743 000 euros, alors on a fait le même effort tous les mois, 500 euros. Eh bien, c'est la force des intérêts composés qui fait que on aura beaucoup plus de capital après quelques années ou décennies Mhm. d'investissement. Et ça, quand on a compris ça, on a compris que effectivement, plutôt que de tout mettre en livret A à 0,50% de rendement, ou les livrets généralement maintenant ça tourne autour de entre 0 et 1%, Ouais, donc rien. brut en plus. Ouais. Livret A c'est net, mais les livrets en dehors du livret A c'est brut. Euh, Quand on a compris ça, on se dit ah oui effectivement, je vais faire l'effort de placer mieux que 0,5 parce qu'avec une même somme, une même épargne mensuelle, finalement j'aurai beaucoup plus dans 10 ans, 20 ans, 30 ans pour réaliser mes projets. Alors ça peut être acheter ma maison, une résidence secondaire, pour les études de mes enfants, pour faire des voyages, pour partir plus tôt à la retraite. Mais vraiment déjà ça part de là. Une fois qu'on a compris ça, on est motivé et là Ouais. on a envie d'investir comme il faut. Et maintenant comment investir? Attends, je te coupe parce que tu dit quelque chose que je ne pense pas que tout le monde connaisse. Les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire? Alors les intérêts composés en fait c'est une puissance merveilleuse. Ouais. C'est admettons on a 1000 euros Ouais. placés à 1%, ça rapporte 10 euros. Et eux-mêmes, ces 10 euros, ils vont produire des intérêts. En fait, les intérêts vont produire des intérêts qui eux-mêmes vont produire des intérêts. C'est la magie des intérêts composés. C'est faire grossir la boule de neige progressivement. La boule de neige va grossir de plus en plus vite parce que les couches d'intérêts qu'on aura gagnées, elles-mêmes vont produire des intérêts. Mhm. Si on investit par exemple 100 000 euros, on investit 100 000 euros, dans un an, en bourse, admettons 10% de performance en bourse, on a 110 000 euros. Et ben l'année prochaine, c'est pas 100 000 qui vont travailler, c'est 110 000 euros qui vont travailler. Et ces Ouais. 110 000 euros vont travailler encore, admettons, à 10%. Et donc, cette fois, on va gagner non plus 10 000, mais 11 000 euros. Et ainsi de suite. Donc, tous les ans, on va gagner, mais de plus en plus.
C'est même pour ça si le que, rendement reste le même. Oui, ouais, excuse-moi. Ouais, j'allais dire, c'est pour ça que la somme peut devenir exponentielle au bout de plusieurs années, en fait. c'est ça, ça s'accélère sans qu'on s'en rende compte, mais au fil des ans, le plus dur, c'est d'amorcer la pompe en fait. La Ouais. première année, on met tout en place, on place les rails. Le plus dur, on amorce la pompe, et après, au fil des ans, ça va rapporter de plus en plus. Et vraiment, à partir de 10 ans, c'est là qu'on constate, souvent, c'est l'exponentiel. Ouais. Ok, donc je pense que maintenant c'est clair parce que souvent tout le monde est familier avec les intérêts, et ça ok, c'est le b.a.-ba de la banque, mais souvent les intérêts composés, là je vois des sourcils qui se froncent, tu vois. C'est pour Ouais, ça tu que fais je bien de me pose. préciser. Ok, alors je t'ai coupé, du coup tu étais sur la première question, comment investir lorsqu'on est débutante et qu'on n'y connaît rien. Donc oui, quand on débute, bah déjà, faut pas complexer. On commence tous de zéro. Même moi, j'ai commencé à zéro. Donc pourtant, je m'impressionne moi-même parfois quand je regarde le site, c'est devenu énorme, 150 articles. Quand je Ouais. pense qu'il y a 10, 12 ans, je n'y connaissais rien du tout. Donc voilà, faut vraiment pas être complexé. On commence de zéro et puis on va apprendre progressivement avec la pratique. Et donc, quand on commence de rien, déjà, on part d'une page blanche et on va poser à plat ses projets. On va dire à court terme, c'est-à-dire dans moins d'un an, bah, j'aimerais bien voyager. En ce moment, on a envie de voyager avec le confinement, mais à court terme, on veut voyager, on veut faire des travaux dans sa maison, je ne sais pas. Voilà, on va mettre les projets court terme, moins d'un an. Après, on va mettre dans une deuxième colonne les projets moyen terme. Donc ça, c'est entre un an et 4 ans, on va dire. Les Mhm. projets moyen terme, ça peut être un achat immobilier. Donc j'ai besoin de me faire un apport pour un achat immobilier que je veux réaliser dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Moyen terme, ça peut être aussi des travaux d'une plus grande ampleur, ou je ne sais pas, une résidence secondaire, ou voilà. Et une troisième colonne, on va mettre les projets long terme, et là, c'est supérieur à 4 ou 5 ans. Ouais. On peut retrouver par exemple les études des enfants dans 10 ans, la retraite dans 20 ans ou 30 ans, une résidence secondaire dans 30 ans. Voilà. Donc en gros, on va avoir trois colonnes avec des projets. On a tous des projets dans la vie, court terme, moyen terme, long terme. Mais donc il faut les adapter. Du coup, on va placer en fonction de ses propres projets. Mhm. Et ce qu'on va mettre à court terme, pour son épargne court terme, on va placer sur des livrets. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Alors ça rapporte très peu, Ouais. 0,50% pour le livret A. C'est même pas l'inflation en fait. On perd de l'argent quand on place sur livret A. Ouais, ouais, je Mais comprends. au moins c'est très liquide, il n'y a pas de risque. On retire l'argent quand on veut. Ça permettra de payer les projets court terme. C'est mieux que le compte courant qui rapporte zéro. Après, dans la colonne moyen terme, pour l'achat immobilier, par exemple, dans 3-4 ans, là, on va pouvoir partir sur des placements de type fonds euro d'assurance vie. Mhm. Euh, c'est garanti. Le fonds euro, c'est la propriété du fonds euro, c'est que c'est garanti. Il n'y a pas de risque de perte en capital, mais ça rapporte un peu plus que le livret A, même beaucoup plus. Si je prends les meilleurs fonds euros en 2020, ils ont rapporté 2%, pardon. C'est 4 fois plus que le livret A. Ouais, ouais. Donc, pour du sans risque, c'est top. C'est 2%, alors que les taux sont à zéro, ou les livrets A à 0,5. Si on peut avoir 1,5, 2%, dans l'absolu, c'est pas énorme, mais c'est quand même 3 fois ou 4 fois plus que les livrets. Donc, pour du moyen terme, on va partir là-dessus. Et en assurance vie, on peut retirer l'argent quand on veut. C'est pas bloqué, donc on le met là-dessus. Et quand on a besoin, on retire l'argent, et l'argent est disponible pour investir dans l'immobilier ou pour faire autre chose. Ça, c'est le moyen terme. Et dans la troisième colonne long terme, et c'est là-dessus qu'on va gagner le plus d'argent, c'est là-dessus qu'on fait notre beurre, et c'est là que ça va être sympa. Long terme, on va vraiment investir à long terme, Mhm. et pour l'étude des enfants, pour la retraite ou pour d'autres projets. On investit à long terme sur des supports qui sont beaucoup plus rentables. C'est la bourse et l'immobilier. Alors, la bourse, c'est plutôt les actions, et l'immobilier. Et là-dessus, historiquement, on a des espérances de rendement de 7% par an pour les actions. C'est la moyenne historique depuis plus d'un siècle, hein, depuis que le capitalisme existe. C'est Ouais. 7% par an en moyenne annuelle lissée. C'est-à-dire qu'il y a des années où ça baisse et d'autres où ça monte. Mais en moyenne, si on reste long terme, si on investit au moins 8 ans, 10 ans ou plus, en moyenne, on peut compter 7% par an. Et l'immobilier, les moyennes historiques, toutes les études le montrent, c'est 4% en moyenne par an. Entre les loyers et la revalorisation des prix immobiliers, c'est 4% par an. Ah, bien sûr, ce sont des moyennes. Si on investit n'importe comment en actions, on va perdre. Si on investit n'importe comment en immobilier,
comme moi j'ai fait quand j'avais 22 ans, on va perdre. Ouais, Ce sont des moyennes. Maintenant, le but du jeu, c'est d'apprendre à bien investir et c'est ce qu'on fait là dans l'interview et on va expliquer sommairement, mais ça sera déjà une bonne base. Et puis c'est ce qu'on fait sur nos sites, c'est d'expliquer comment bien investir de façon à obtenir la performance moyenne à long terme, 7% par an en actions et puis au moins 4% par an en immobilier. Et donc c'est vraiment sur les investissements long terme qu'on va réussir à faire fructifier notre patrimoine. Et c'est pas sur le court terme parce qu'on a vu c'est 0,5%, mais c'est pas ce qu'on demande au court terme. Au court terme, on veut de la liquidité, oui, on veut pas du rendement. oui, À moyen terme, on peut avoir du 2% à peu près avec les fonds euros. Mais à long terme, c'est là vraiment qu'on va chercher la performance. On parle d'ailleurs de moteur de performance. Et c'est en investissant à long terme qu'on va gagner plus. Et c'est pour ça que c'est dommage quand des gens disent ben, j'investis à long terme pour ma retraite. Et quand on apprend que finalement ils placent sur des livrets, ouais, c'est dommage. Enfin, il place à c'est dommage. 0,5% alors qu'il pourrait investir à 4%. Et on l'a vu avec mon calcul du début, là, sur 30 ans, c'est énorme. Entre placer à 0,5 ou 3% ou 4 ou 5% sur le long terme, avec les intérêts composés, la différence serait énorme. D'un côté, j'aurais 200 000 euros et de l'autre côté, j'aurais 800 000 euros quoi, pour le même effort d'épargne. Donc vraiment, il faut faire l'effort à long terme de vraiment investir, même si c'est volatile. Les actions et l'immobilier, ça monte, ça baisse. Mais à long terme, c'est ce qui rapporte le plus historiquement. Donc voilà, pour répondre à ta question, comment investir quand on est débutante? Eh bien voilà, une page blanche, on fait ces trois colonnes, court terme, moyen terme, long terme, et en face, on trouve les investissements qui sont cohérents avec notre horizon de placement. Voilà. Ok, super. Et je trouve que ce que tu dis là, ça fait aussi un son de cloche à ce qu'il y a sur votre site. En fait, dès qu'on arrive sur Avenue des investisseurs, on tombe sur une feuille de route en fait pour bien épargner et pour faire travailler son argent. C'est Et ça, je vois que tu bien, tu ouais, connais bien le site, on a notre feuille de route et on a aussi ce qu'on appelle l'allocation patrimoniale sous forme de pyramide. ouais, L'allocation patrimoniale, c'est un peu un gros mot, mais ça veut dire ce qu'on vient d'expliquer là, c'est juste allouer son patrimoine entre X% fonds euros, Y% actions et Z% immobilier. ouais. Toujours en conservant bien sûr quelques milliers d'euros en livret A pour les projets court terme. Mhm, exact. Donc moi, si tu veux bien, je veux bien qu'on passe à travers bah, les étapes de votre feuille de route parce que Ouais, je les trouve super intéressantes parce que la première étape, c'est pas investissez tout votre argent, point, tu vois. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'investissement est remis dans le contexte d'une personne et remis dans le contexte aussi ben, qu'il y a un court terme dans la vie avant d'avoir un moyen et long terme. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve bien parce que c'est vrai que moi, quand les personnes me contactent, c'est vite Sophie, il faut que je fasse des sous, où est-ce que je place mon argent et puis quand je creuse un peu, je me rends compte que bah, cette personne n'a pas forcément les bons comptes en banque ouverte, n'a pas forcément d'épargne de précaution, n'a pas d'épargne imprévue, n'a pas d'épargne projet court terme, mais elle veut déjà investir. Donc ça, pour moi, c'est un gros drapeau warning. ah oui, oui. Donc je pense que quand on est débutant, ce qui est important, c'est aussi de remettre les choses dans leur contexte. Donc si tu veux bien, on peut passer à travers rapidement à travers cette feuille de route pour voir un petit peu ben, les étapes clés pour, Oui, euh, pour investir en toute sérénité, on va dire ça comme ça. ouais. Première étape, c'est d'ouvrir un compte courant banque en ligne. Alors ça, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ouais, c'est un peu la base. Si on veut un bon QG, on veut un bon partenaire. Et notre QG, ça sera notre banque. Voilà, c'est là qu'on se retrouve. On est à l'aise avec notre banque qui coûte pas cher, Ouais. voire même gratuite, hein, une banque en ligne, c'est gratuit. On est dedans, on a un bon service, on a des bons produits d'épargne. Et donc le compte courant, c'est vraiment la base. C'est pour les achats de tous les jours. C'est pour la vie quotidienne en fait. Il faut une carte bancaire avec zéro frais de tenue de compte Mhm. et zéro frais de. Voilà, souvent en banque, la moyenne c'est 200 euros par an, je crois, pour une carte bancaire Visa ou Mastercard Gold ou de base, mais en moyenne c'est 200 euros par personne. En plus, avec des services qui sont assez médiocres, Ouais, assez limité parfois, hein. Ouais. c'est vachement limité. Si on veut appeler un conseiller, je crois que j'avais vu les statistiques, les conseillers, ils ont plus de 1000 clients, je crois, par conseiller. Mhm. Donc, d'un côté, je leur pardonne, ils peuvent pas Ouais. répondre à 1000 mails par jour. Il y a tellement de clients qui sont affectés par conseiller qu'on ne peut pas obtenir un bon service finalement, de fait. Donc, oui, la première chose à faire, c'est avoir un bon compte courant dans une banque en ligne.
Comme ça, c'est zéro frais. Si besoin, on appelle et c'est pas plus difficile à joindre que le conseiller de sa propre banque parce qu'il est noyé lui-même sous les mails et sous les coups de fil. Ça, c'est la base. Et on va avoir là-dedans aussi l'épargne de précaution dont on parlait pour le Ouais, court terme. c'est ça. Un simple livret A, c'est 0,5% de rendement et c'est partout pareil. Donc, peu importe, on peut avoir son livret A dans sa banque en ligne. Voilà, ça, c'est la base. Et Mm. avec quelques milliers d'euros dessus, c'est la base. Une fois qu'on a cette base-là, notre QG, on est serein, on va pouvoir se mettre à investir. Et là, Voilà. pour investir, on va chercher une assurance vie. Ça, c'est la deuxième étape, mais qui peut se faire d'ailleurs en parallèle, hein, ou à quelques jours près. Mais bon, chaque chose en son temps, on avance en fait step by step, sans se presser. Mais certains le font en parallèle. Ça dépend quelle est sa nature. Mais on peut aussi faire de façon séquentielle. Une fois quelque chose est fait, hop, on bascule. Deuxième projet, c'est l'assurance vie. Et là, pour l'assurance vie, la banque en ligne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mhm. C'est pas non plus en banque traditionnelle, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc. C'est pas non plus dans ces banques en dur qu'on va trouver des bonnes assurances vie. C'est plutôt dans des établissements spécialisés, en ligne aussi, mais spécialisés en assurance vie. On retrouve des courtiers en ligne comme Linksea, assurancevie.com, Placement Direct. Nous, ce sont nos courtiers préférés spécialisés en assurance vie parce qu'ils ont zéro frais sur versement. Ils ont une super équipe client. On les appelle, ça décroche au bout de deux, trois sonneries, ça décroche. Waouh. On peut gérer en ligne, on peut verser, retirer, arbitrer. Arbitrer, c'est-à-dire aller d'un support à un autre. Parce que dans une assurance vie, c'est une grosse enveloppe. On trouve différents supports d'investissement. Il y a les fonds euros, dont on a Mhm. parlé, qui sont garantis sans risque de Vraiment. perte en capital. Et il y a les unités de compte. Et donc, on peut arbitrer l'un et l'autre facilement en ligne en quelques clics. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup ces acteurs, les courtiers en ligne. On a d'ailleurs nos comparatifs sur ADI pour comparer les assurances vie et les acteurs entre eux. Il y a des dizaines d'assurances vie différentes, donc on peut facilement s'y perdre, mais avec un bon comparatif, ça se passe bien. Ouais. Et pour toi, l'assurance vie, est-ce que c'est un support que tout le monde devrait avoir ou pas? Ah, pour nous, ouais, c'est Ouais, clairement la base, c'est la l'assurance vie, base. c'est le Mhm. plus grand produit d'épargne et d'ailleurs, c'est celui le plus populaire en France, l'assurance vie. Il y a 1800 Ouais, milliards bien sûr. d'euros dessus. Mhm. C'est le produit d'épargne le plus populaire en France. Et c'est un carton, pourquoi? Parce que aussi fiscalement, c'est une niche fiscale en fait, l'assurance vie. Parce que tant qu'on reste dedans, on n'est pas imposé. C'est-à-dire, on peut acheter-vendre au sein de l'assurance vie sans impôt. Même si on vend avec une plus-value, finalement, bah, c'est pas imposable tant qu'on ne sort pas l'argent de l'assurance vie. Donc, il faut vraiment voir l'assurance vie comme un tiroir ou une enveloppe. L'argent est dedans, on peut acheter et vendre. Si on veut, on sort, et c'est seulement quand on sortira l'argent du tiroir que ça passera par la case imposition. Et l'imposition est excellente parce que normalement, les revenus du capital sont taxés à 30%, les gains. Mais en assurance vie, si on sort d'une assurance vie qui a plus de 8 ans, eh bien, on a zéro impôt sur revenu si on sort moins de 4600 euros de plus-value par an. Et déjà, pour la 4600 euros plus-value par an, c'est déjà, on peut avoir déjà pas mal d'argent, 50 ou 100 000 euros placés en assurance vie. On pourra retirer l'argent tous les ans si on veut d'une assurance vie de plus de 8 ans sans payer d'impôt sur Mhm. la plus-value. En couple, Ah, c'est 9 ok. 200 euros. Ok. Super Donc c'est aussi intéressant. pour ça. Ouais, fiscalement c'est top. Et aussi au niveau des produits d'épargne dessus, on a vu qu'on a le fonds euro ou les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement dessus, on trouve des fonds actions, des fonds immobiliers, on trouve de tout en fait. Et sur les bonnes assurances vie, les meilleures assurances vie, on retrouve des centaines de fonds d'investissement différents qu'on appelle des unités de compte. C'est le jargon des banquiers. Unités de Oui. compte, en fait, ce sont des fonds d'investissement. Et on peut investir en immobilier, en bourse, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des rendements. On peut obtenir du 4% par an si dans son assurance vie, on a un bon mix entre fonds euros et fonds d'investissement. Ok. Alors pour résumer, est-ce que tu peux nous résumer en quelques points, c'est quoi les bons critères, enfin les critères plutôt d'une bonne assurance vie? Alors, déjà, on trouve les frais. Parce Ouais. que d'entrée de jeu, les banques traditionnelles, hein, les banques en dur, elles vont vous faire payer 2, 3, 4, voire 5% de frais sur versement. Et pour nous, ça, c'est rédhibitoire. Mhm.
C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait la connaissance des assurances vie en ligne. C'est quand je disais en introduction, là, quand j'ai voulu placer, je sais plus, je crois que c'est 10 000 euros en assurance vie à la Banque Postale, d'entrée de jeu, ils voulaient me prendre 300 euros de frais. Parce qu'il y avait Ouais. 3% de frais sur versement. Et là, là, je me suis dit, non, il y a un problème là. Parce qu'en fait, Et les frais, au plus les frais sont élevés, au plus ils vont manger en fait le rendement bah, c'est promis par ça. l'assurance. Mm. C'est ça, si on met 10 000 euros, on nous prend 300 euros, il n'y a plus que 900, il y a plus que 9 700 euros qui travaillent. Et d'entrée de jeu, on part avec un gros handicap. Ouais, c'est Et, vrai. ça, il y a que 9 700 euros qui travaillent, le 10 000, ça se ressent. Et si à chaque versement après, on vous prend encore 3%. Donc non, pour nous, ça c'est rédhibitoire. Déjà, on ne filtre que les assurances vie sans frais sur versement. Après, il y a les frais de gestion annuels. On trouve des frais de gestion qui vont de 0,5 à 1% par an. Et la différence est énorme. Ouais. 1% par an de frais de gestion sur le vote capital, sur 10 000 euros, bah, ça fait 100 euros de prix par an, prélevé par an par la banque. Donc on préfère, nous, les assurances vie à 0,5 ou 0,60% de frais de gestion par an. C'est beaucoup plus faible et sur des décennies, c'est énorme le gain que ça représente. Donc il y a les frais de surversement, les frais de gestion, les frais d'arbitrage aussi. On disait tout à l'heure, on peut arbitrer d'un fonds euro, par exemple, à un autre fonds euro ou à un fonds d'investissement. Les arbitrages sont payants en banque traditionnelle. Ça peut représenter 10 euros l'arbitrage ou 0,50% l'arbitrage. C'est énorme. Mm. Donc nous, on va sur des assurances vie sans frais d'arbitrage. Donc finalement, c'est les trois frais qu'on peut retrouver. Déjà, c'est un premier filtre. On va filtrer les assurances vie avec les moins de frais possibles. Sans frais sur versement, des faibles frais de gestion et sans frais d'arbitrage. Après, le deuxième filtre, c'est la qualité du fonds euro. Les meilleurs fonds euros, on a vu tout à l'heure, c'était 2% en 2020. Mais il y a des fonds euros minables qui n'ont rapporté que 1%, ou même pas. Il y a des fonds euros qui rapportaient 0,70%. Et c'est un scandale. Quand d'un côté, la banque prélève 3%, quand vous versez, mais elle rémunère seulement 0,70% de votre fonds euro. C'est incroyable. Ouais. C'est Et vraiment, pourtant, vraiment dommage là pour le coup. Ouais. c'est de l'argent perdu finalement. La banque prend plus d'argent qu'elle ne reverse. Mhm. Et pourtant, tellement de gens l'ignorent en fait. Il y a plein de gens qui nous écrivent en disant, waouh, grâce à votre site, on a découvert qu'en fait, on a signé des assurances vie, mais elles nous prélèvent 2 ou 4% de frais sur versement. Finalement, on a moins d'intérêt que ce qu'on nous prélève. Je suis dégoûté parce que ça fait 10 ans. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Mais en Ouais, fait, c'est plein ça. de gens souscrivent à des produits en banque, ils ne lisent pas, et les conseillers eux-mêmes, en fait, c'est les vendeurs, ils donnent juste le papier à signer, mais ils n'expliquent pas les frais. Et les gens sont choqués des années plus tard en découvrant que pendant des années, ils ont été prélevés. Et c'est aussi un peu leur faute, hein, parce qu'il y a eu un manque de discipline. On peut aussi se rendre compte tout de suite que quand on verse 1 000 euros, qu'on n'a que 950 qui travaillent, c'est qu'on nous a pris 5% de frais Mhm. sur versement. Mais bref, voilà les frais, la performance du fonds euro. Et le troisième critère, c'est le choix d'unité de compte, le choix des fonds d'investissement que vous allez trouver dans votre assurance vie. On a vu des assurances vie médiocres où il n'y a que 10 ou 20 ou 30 unités de compte et que des fonds maison, par Mhm. exemple que des fonds d'investissement de la Société Générale, alors que enfin, ils sont pas terribles. Alors que si on va sur une assurance vie en ligne, là, on va trouver ce qu'on appelle une architecture ouverte, c'est-à-dire que l'assurance vie est ouverte à plein de sociétés de gestion différentes. On va trouver des fonds Carmignac, des fonds de différentes sociétés de gestion spécialisées, Rothschild, etc. Plein de sociétés de gestion spécialisées. Et donc, on n'est pas cantonné aux quelques fonds d'investissement de la banque. Non, c'est hyper large. On investit sur plein de fonds différents, de sociétés de gestion différentes. Et ça nous permet vraiment de bien diversifier. Dans une assurance vie, on peut diversifier entre le fonds euro, entre des fonds actions, des fonds immobiliers, etc. Donc, c'est une super enveloppe pour diversifier son patrimoine finalement. Et on retrouve donc les trois critères. On Ok. a vu les frais, la performance du fonds euro et les différents fonds d'investissement protégés, proposés. Et un quatrième critère qu'on pourrait ajouter, c'est également le choix entre la gestion libre ou gestion pilotée. En gestion libre, on va choisir soi-même ses fonds et on va arbitrer soi-même. En gestion pilotée, cette fois, c'est le professionnel. Il y a un gestionnaire professionnel qui prend la main et qui va lui-même répartir votre versement. Il va les répartir entre fonds euros, fonds d'investissement, selon votre profil, plus ou moins défensif ou plus ou moins dynamique. Donc c'est le quatrième critère, c'est de regarder quelle est la performance de la gestion pilotée de la banque. Et ce qui est drôle, c'est qu'en banque traditionnelle,
on rédige souvent des articles pour dire que vaut l'assurance vie, par exemple, le Cachemire de la Banque Postale. Et très souvent, c'est très dur de trouver les performances des gestions pilotées. Tellement on dirait qu'ils en ont honte, ils n'affichent pas les, les performances historiques des gestions pilotées, tandis que sur les meilleurs établissements dont on parle sur notre site, que l'on compare, Yomoni, Nalo, Linksea, etc., etc., ils sont très transparents, ils affichent clairement tous les ans les performances des gestions pilotées. Ils vont dire par exemple en 2020, ma gestion pilotée dynamique a rapporté 8%, la défensive 3%. Voilà, c'est clair et net. Mhm. On trouve vraiment la performance historique pour toutes les années. Et ça devrait être obligatoire. Mais on constate que les banques traditionnelles, eh bien non, il y a un grand manque de transparence et on l'ignore en fait. Donc si on va investir en gestion pilotée, c'est le quatrième critère à observer, c'est quelles sont les performances historiques de cette assurance vie en gestion Donc, pilotée. donc, gestion pilotée, si j'ai bien compris, en gros, on arrive sur l'assurance vie, donc telle qu'elle soit. On détermine son profil de ce qu'on veut faire par rapport à notre argent. Et en fonction de ce qu'on dit, eux, ils nous proposent un profil, c'est ça? Alors oui, quand on souscrit en ligne en fait à l'assurance vie, on a tout un questionnaire à remplir Mhm. et on va nous poser des questions du type quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire? Est-ce que vous avez peur de prendre du risque? Ou est-ce qu'une baisse momentanée de 5% ça vous effraie? Ou est-ce que vous dormez bien sur vos deux oreilles si ça baisse de 5% pendant quelques semaines? Voilà, souvent une quarantaine de questions comme ça pour cerner notre profil, notre situation fiscale et notre profil psychologique aussi, pour voir comment on supporte ce qu'on appelle la volatilité, les hausses et les Ouais. baisses. Et à partir de là, le courtier va proposer une allocation qui est adaptée à votre profil. Si vous avez répondu aux questions en disant oh là là, non, une baisse de 1%, je ne dors plus, alors le Zéro. courtier va répondre. Là, on est mal barré pour faire de la performance, mais Ouais, non, c'est ça. là, le courtier va dire bon, bah pour toi, ça sera 100% fonds euros. En revanche, si on répond moi, si ça baisse momentanément de 10%, bah, je dors toujours très bien, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut passer par là, hein. Si on veut faire de la performance, c'est de Ouais, la volatilité. Parfois, ça va baisser et ça remonte. On observe, par exemple, en mars 2020, le Covid-19, les bourses ont chuté de 30%. Et là, maintenant, on a remonté, mais beaucoup plus haut que le point d'origine. On est beaucoup plus haut qu'en mars 2020 ou même qu'en fin 2019. Alors que c'était déjà très haut, on est revenu beaucoup plus haut. mhm. Et typiquement, on va chercher à savoir si le client, si l'épargnant, s'il a l'étoffe d'un investisseur, s'il est capable de supporter un peu ces baisses momentanées. On sait que statistiquement, une baisse, ça finit toujours par une remontée, hein, même le crack de 29, les guerres mondiales, etc. 2001, on fête bientôt les 20 ans là, de l'attentat du 11 septembre 2001. Mhm. Voilà, les bourses ont fini par remonter plus ou moins rapidement, mais souvent c'est quelques semaines ou quelques mois, au pire 2 ans, mais ça finit par remonter. Donc si on répond au questionnaire en disant que je suis prêt à subir une volatilité de 10% parce que je sais que ça va remonter et que je vais gagner 20%, bah là, le courtier va proposer une allocation offensive. Ok. Mm. Donc en gros, c'est le courtier qui, en fonction de nos réponses, nous propose des supports ou des Et allocations, comme tu dis, qui nous c'est ça. correspondent. Ok. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a Alors, on plus. fait soit soi-même. Le Ouais, courtier va dire, bah vous, votre tempérament, c'est une allocation équilibrée. Donc, on vous conseille l'équilibrer, soit en gestion libre, soit en gestion pilotée. Mais si on choisit de la gestion libre, on peut dire, OK, monsieur le courtier, vous êtes bien gentil, j'ai pris note, mais moi, de mon propre chef, finalement, je vais décider de prendre une gestion offensive. Et on peut très bien, finalement, prendre une gestion offensive. ouais. On a un conseil, on n'est pas obligé de le suivre. Et chose aussi que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette info, enfin qui n'ont pas. En assurance vie, c'est quand c'est pas juste une assurance vie par personne à vie et c'est tout. On peut en ouvrir plusieurs, donc on peut très bien en ouvrir plusieurs, tester plusieurs performances, plusieurs arbitrages et voir comment ça se passe en fait. Oui, oui, c'est une idée reçue aussi de penser qu'on peut avoir qu'une seule assurance vie et une seule par personne et que c'est limité en versement ou non, non, on peut avoir moi j'en ai une dizaine d'assurances vie. Ok. C'est un peu extrême, mais 2-3 souvent c'est bien. Trois c'est bien parce que souvent on prend une assurance vie qui est en gestion libre en 100% fonds euros pour Ouais. ses projets moyen terme. On prend une autre assurance vie
orienté long terme pour investir en gestion pilotée offensive, par exemple, pour du long terme. Et on peut prendre une autre assurance vie spécialisée en immobilier pour investir en immobilier SCPI. On appelle ça les SCPI, c'est les sociétés en civil de placement immobilier. Parce que chaque assurance vie peut être orientée différemment. Moi, j'aime bien avoir une assurance vie court terme, moyen terme, long terme et une assurance vie par projet. Ouais, Euh, et aussi, ça permet de diversifier les assureurs parce qu'on a une garantie de l'État de 70 000 euros par client, par assureur, en cas de faillite d'un assureur. Alors, c'est hyper rare. Je crois que c'est pas arrivé depuis 20 ans, une faillite d'assureur. Mais si ça arrive, l'État couvre à 70 000 euros l'épargnant ok. par assureur. Donc voilà, et surtout, il ne faut pas confondre l'assurance vie avec l'assurance décès. C'est Mhm. souvent C'est souvent une confondu, idée reçue. effectivement, ouais. Mais ça n'a rien à voir, hein. Une assurance décès, c'est à fond perdu. On verse à fond perdu des cotisations. Et si jamais on décède, eh ben l'argent, il y a un paquet de pognon qui tombe aux bénéficiaires. Et l'assurance vie, non, on épargne pour soi-même, pour ses propres projets. Et ben l'argent, c'est pour soi-même. Et on va aussi désigner des bénéficiaires, mais c'est seulement si on meurt. Ouais, c'est Si ça. on meurt, c'est son capital qui est transmis, notre propre capital qu'on a investi dans l'assurance vie est transmis aux bénéficiaires. Et là encore, avec une niche fiscale, c'est qu'il y a une exonération de 150 000 euros de taxes sur les successions. Ouais, Donc ça et sera comme, transmis sans droit de succession à hauteur de 152 500 euros. ok. Et comme tu l'as dit, l'assurance vie, c'est de l'argent qu'on peut retirer en fait quand on veut. Là, on n'est pas. Ça aussi, c'est quelque chose Oui. qui est cru à tort, c'est que on doit attendre. Alors, je sais pas ce qu'on doit attendre. Il y en a qui me disent 8 ans, il y en a qui me disent la mort, mais Mhm. Mais souvent, mais ils confondent avec les avantages fiscaux des 8 ans. Alors, 8 ans, oui, c'est vrai que c'est une petite étape, 8 ans, mais c'est juste pour dire qu'à 8 ans, on peut sortir sans impôt sur le revenu. Mais dès demain, si je veux, je sors de mon assurance vie, quoi. Dès demain, dès que je verse, dès demain, je sors. oui, et c'est vrai que dans notre tête, on se dit, ok, mais si jamais je dois sortir de l'argent de l'assurance vie, ça va prendre des plombes. Mais en fait, il y a des assurances vie qui sont beaucoup plus rapides où ça se fait en Mhm. 2, 3 jours. Donc, Ouais. Ouais, j'ai sorti de l'argent justement il y a un mois de cela parce que j'achète ma résidence principale à Lille. mhm, Je déménage et j'ai sorti de l'argent de trois quatre assurances vie différentes et ça s'est passé très facilement. Je suis allé sur mes interfaces en ligne, j'ai cliqué et voilà, ça m'a pris 5 minutes à cliquer, même pas, ouais, 2 minutes. Et puis j'ai reçu l'argent une semaine après. ok. Donc effectivement, c'est rapide. C'est hyper rapide. On a 3 mois quand on achète, on a 3 mois pour verser l'argent au notaire. Là, finalement, j'ai pris de l'avance, mais en une semaine, j'avais l'argent. Ouais. Bon, mieux vaut être en avance qu'en retard. Parfait. Bah écoute, là, je pense qu'on clôture toute l'étape assurance vie. Donc après, c'est quoi après la prochaine étape du coup qui est sur votre feuille de route? Ah oui, la survie, c'était un gros bébé parce qu'on considère effectivement c'est le produit vraiment couteau suisse, Ouais. hyper pratique pour investir dans tout et avec une niche fiscale, c'est top. Ensuite, on peut investir en bourse également. Une fois qu'on a souscrit l'assurance vie, c'est la base, on peut dans la foulée se dire, bon, est-ce que je vais investir en bourse? Alors c'est possible par l'assurance vie, on l'a vu, il y a des fonds d'investissement actions, mais on peut aussi investir en bourse avec un PEA, un plan d'épargne action. Et ça aussi, c'est une belle niche fiscale. Alors pourquoi c'est une belle niche fiscale? Alors, c'est une belle niche fiscale parce que l'assurance vie, on a dit qu'après les 8 ans de l'assurance vie, on peut sortir sans impôt sur le revenu. Le PEA, c'est 5 ans, c'est encore plus rapide. Oh. On prend date. En fait, prendre date, c'est-à-dire ouvrir ne serait-ce qu'avec 100 euros. Comme l'assurance vie, on recommande de prendre date, ne serait-ce qu'avec 100 euros. Le PEA, pareil, on peut en prendre date avec 100 euros. Et on peut investir à son rythme. Si on veut, on n'investit rien pendant 10 ans, hein. Mais quand on aura envie d'investir, eh bien, on place, on investit. Et si le PEA a plus de 5 ans, on peut retirer les gains, la plus-value, sans impôt sur le revenu. Ah. Et là, c'est nos limites. On peut retirer, si on veut, 100 000 euros de gains sans impôt sur la plus-value. Et c'est vraiment une niche fiscale incroyable. Et du coup, c'est tellement une grosse niche fiscale que le législateur a mis un plafond, c'est-à-dire qu'on peut verser maximum 150 000 euros sur le PEA. L'assurance vie, c'est nos limites. On peut mettre des millions d'euros dessus, nos limites. Mais le PEA, c'est limité à 150 000 euros de versement. Mais malgré tout, on peut atteindre des sommes de 100, 300, 1 million d'euros, même plusieurs millions d'euros sur PEA si on a Oui, des parce que grosses ça dépend plus-values. des intérêts, c'est ça au final. C'est ça. C'est ça, il y a des grosses plus-values, des dividendes qui tombent. Donc, les gros PEA ont plusieurs millions d'euros dessus. Mhm. Et quand tu dis prendre date, on est d'accord, c'est ouvrir un PEA ou ouvrir une assurance vie, mettre une petite somme, comme tu l'as dit, 100 euros,
Et Oui. après, quand on met le reste. Il y a pas... Est-ce qu'il y a des obligations pour l'assurance vie et pour le PEA d'ailleurs de versement? Alors, si vous prenez des mauvais produits, oui. Ok. Mais, mais si vous prenez une bonne assurance vie, la seule obligation, bah, c'est de faire le versement initial, 100 euros. Et ensuite, bah, vous êtes libre de verser quand vous voulez. Ça peut être dans 5 ans, 10 ans. Il n'y a aucune pression. Et c'est ça qu'on aime sur ADI, c'est vraiment les produits où on fait tout en On ligne peut libre facilement en et fait. sans pression, sans frais. Voilà, on verse quand on veut. À son rythme, en fait, parce que la vie, il y a parfois des surprises et on se dit, bah, parfois on se dit, je vais verser X euros par mois, mais parfois non, on a une galère, on peut pas. Et voilà, donc on veut surtout pas se mettre de pression, d'obligation. Et le PEA, c'est pareil, on peut verser à son rythme, on peut ouvrir avec 100 euros et ensuite on verse de l'argent. Et encore le PEA, on verse l'argent, mais en fait ça atterrit sur une poche espèce. C'est la poche espèce du PEA. Et c'est quand l'argent est sur la poche espèce du PEA, là on peut donner un ordre Tu veux dire de, qu'on peut acheter quelque chose? c'est ça, on peut donner un ordre pour acheter une action, ça peut être n'importe quoi, Total, Sanofi, LVMH, ça peut être des fonds d'investissement aussi, des trackers. Mais en fait, je veux dire que l'argent tombe sur la poche espèce, et là, il y a zéro risque parce que la poche espèce, c'est un peu comme un compte courant, non rémunéré. C'est pas investi. L'argent est dans le PEA, mais non investi. Et après, quand on veut, eh bien, les Mm. 100 euros qu'on a versés dessus, quand on veut, on peut les investir en passant un ordre. Ok. Et après, on peut acheter et vendre comme l'assurance vie. C'est une enveloppe. On peut acheter et vendre. Mes actions, si je veux, LVMH, je les vends hop, en 2 clics. Et ben l'argent atterrit sur Ah, la poche ah. espèce du PEA. Et comme ça, c'est prêt pour un nouvel investissement, pour investir dans autre chose si je veux. Et pareil, quand on reçoit des dividendes, eh bien l'argent atterrit dans la poche espèce du PEA. L'argent reste au sein de l'enveloppe PEA. Ok. Alors, question. Tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends bien. Ok, parfait. Donc, question. Je veux investir en bourse. Le PEA, ça m'a l'air super. Donc, j'ouvre un PEA. Tout le monde peut ouvrir un PEA? Ah non, tu fais bien de poser la question. C'est réservé aux majeurs. Ok. Aux majeurs, et même le PEA jeune qui vient d'être créé, là, il y a à peu près 2-3 ans, le gouvernement a créé le PEA jeune, eh bien, c'est réservé aussi aux majeurs. Ok. Bon, ça sert pas à grand-chose dans ce cas-là, mais ok. La petite différence, c'est qu'avant, les jeunes qui avaient par exemple 20 ans, étudiants, ne pouvaient pas ouvrir de PEA Ah, parce qu'ils étaient dans le foyer fiscal des parents et ils ne pouvaient pas ouvrir le PEA, tandis que maintenant, même un jeune qui a 20 ans, qui est étudiant, qui est rattaché au foyer fiscal de ses parents, peut ouvrir le PEA. C'est ok. l'avantage. Je comprends mieux. Donc là, une question que je reçois souvent, ok, j'investis en bourse, donc j'ouvre un PEA ou j'investis directement, mais quand je suis devant la multitude de choses à acheter, qu'est-ce que j'achète? Comment est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais en Ah, alors là, c'est une bonne question et c'est la base, effectivement, on investit en bourse et comme on l'a vu plus tôt, on veut plutôt choper On veut la choper performance celle qui moyenne du marche, marché. c'est ça. On va essayer d'avoir les 7% de moyenne du marché plutôt que de prendre des risques, d'acheter des actions au pif. Et certaines actions vont très bien se comporter et vont gagner 20% dans l'année, d'autres vont s'écrouler et vont être à moins 50%. En fait, nous, on trouve que c'est très risqué de choisir ces actions. Des titres vifs, on appelle ça des titres vifs. Ouais, On appelle ça le stock picking. Stock ouais, c'est picking, ça. c'est-à-dire la sélection de titres. Et nous, on est contre le stock picking parce que toutes les études montrent qu'à long terme, les stock pickers, c'est-à-dire ceux qui investissent en choisissant leurs actions, sont perdants. Ils sont perdants face aux indices. Les indices, c'est l'indice CAC 40 par exemple, ou l'indice S&P 500, Nasdaq. Mhm. Ils sont perdants face aux indices parce qu'ils diversifient mal et parce que c'est hyper dur à bien choisir les titres. Même les professionnels ont du mal à battre les indices. Les gérants de fonds qui passent pourtant 8 heures par jour à travailler, qui choisissent les titres en faisant des études et en faisant des analyses, ont du mal à battre le marché. C'est rare qu'à long terme, un fonds d'investissement batte le marché, batte l'indice. Donc qu'est-ce qu'on fait pour tenter de coller à la moyenne historique de 7% par an? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est investir en trackers. Alors les trackers, Ouais. ce sont des fonds d'investissement qui répliquent la performance de l'indice.
Par exemple, je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est à peu près ça. Le Nasdaq, en 2020, a fait 14% de performance en 2020. C'est énorme, hein. En sachant qu'il y avait le Covid, malgré tout, plus 14% en 2020 pour le Nasdaq. Et bien, si j'achète un tracker Nasdaq, il va répliquer exactement la performance du Nasdaq. Et donc, juste en investissant dans le tracker Nasdaq, j'aurai aussi plus 14%, avec un seul ordre. Tandis que si je veux m'acheter plein d'actions au pif, je vais devoir passer 50 ordres. Ça va me coûter plus cher parce qu'un ordre égale un frais. Il faut payer, souvent c'est autour de 2 euros. Les bonnes banques en ligne, c'est 1 ou 2 euros l'ordre. Et donc, je vais multiplier les ordres, ça va me coûter plus cher. Et en plus, j'arriverai pas à diversifier suffisamment pour avoir aussi bien de performance, une aussi bonne performance que le Nasdaq. En plus, j'aurais pris plus de risques. Ça va monter, ça va baisser beaucoup plus violemment. Ça sera beaucoup plus volatile que de, de s'être simplement contenté d'avoir acheté un tracker Nasdaq. Et ça, c'est ce qu'on recommande en fait, c'est d'investir simplement en trackers. Il y a même un tracker World qui existe. Ouais. Le tracker World, en fait, ça synthétise les actions du monde entier. Alors bon, j'exagère un peu, en fait, il y a 1600 actions dedans. On retrouve des grandes valeurs américaines, on retrouve Tesla, Amazon, Apple, Facebook, etc. Donc des valeurs du Nasdaq. On retrouve aussi des valeurs européennes. On va trouver LVMH dedans, LVMH, Sanofi, Total, etc. On va retrouver c'est surtout États-Unis, 60%. 30% d'Europe, aussi la Grande-Bretagne, le Canada, voilà. Mais en gros, il y a 23 pays dedans, en un seul ordre, 23 pays et 1600 actions. Et c'est très simple, Ouais. du coup, on passe qu'un seul ordre et on a la performance moyenne du marché. Et ça évite beaucoup de stress, parce qu'on n'a pas à suivre des dizaines d'actions. Ça évite du stress, ça évite des déceptions, parce que ça Mhm. évite d'avoir moins bien que le marché. Non, là, par définition, on réplique la performance du marché. Et finalement, à long terme, c'est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, c'est ma propre expérience. Là aussi, j'ai dû me prendre une claque quand j'étais jeune pour comprendre. Ouais. Pendant plusieurs années, j'ai investi en bourse comme tout le monde, en fait, enfin, comme la plupart des gens qui ignorent l'existence des trackers. J'ai investi en bourse en choisissant mes titres. Et en plus, j'avais le biais domestique, c'est-à-dire que j'investissais quasiment que sur des valeurs françaises. Donc, je prenais du Total, Sanofi, etc. Et pendant des années, je faisais moins bien que le Tracker World, parce que je savais même pas qu'existait le Tracker World. Donc il m'a fallu au moins 5 ou 6 ans pour comprendre et pour me dire, bon, maintenant j'arrête, tant pis, je mets mon ego de côté, je sais que je suis pas un grand trader, tant pis, je mets ça de côté, maintenant je vais investir humblement, j'achète juste un Tracker World, et puis encore quelques actions à côté parce que malgré tout j'aime bien, c'est sympa. Mais une grosse partie de mon portefeuille actions maintenant c'est le Tracker World que je peux retrouver aussi également en assurance vie. Sur les bonnes assurances vie, on a des trackers. Et ben j'investis simplement dessus. Alors certes c'est moins fun, c'est moins rigolo que de choisir ses actions, mais après tout si on investit c'est pour gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai l'impression que ça demande beaucoup moins de boulot de recherche. Et Bah puis, oui. comme tu le dis, même en cherchant, même en lisant des tonnes et des tonnes de Mmh. choses, c'est pas assuré qu'au final, Ah oui, oui, oui. acheter une action comme ça va Ouais. permettre de faire plus de Ouais, bah oui, rendement. c'est mon expérience perso et les études aussi le montrent. Il y a des études Oui. sérieuses qui sortent tous les ans avec des statistiques qui montrent que même les fonds d'investissement qui choisissent eux-mêmes leurs actions, ils sont battus 90% du temps à long terme par les trackers. Donc, Mhm. vaut mieux prendre un fonds d'investissement passif parce que les fonds d'investissement actifs, ils vont chercher les titres. Ils payent des analystes qui vont chercher les actions à acheter. Et les fonds d'investissement passifs, en fait, c'est les trackers C'est ce qui qui vont simplement reproduit. répliquer la performance de l'indice. Ok. Ok, bah écoute, super intéressant. Et, Mais euh, du et là, coup, vas-y, moi. et là, ce qui est intéressant, ouais, pardon, c'est de constater aussi que les femmes sont largement meilleures en bourse que les hommes. Ah, Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont tendance à jouer en bourse, à acheter, vendre les titres un peu au pif. mhm. Ils sont un peu foufous, ils vont trader, ils vont acheter n'importe quand, ils vont vendre n'importe quand, et voilà, ils sont trop soumis à leurs émotions, tandis que les femmes vont plutôt investir à long terme, horizon de placement à long terme, poser, et on va investir en trackers. Et finalement, les études montrent que les femmes ont des meilleures performances en bourse que les hommes grâce à ça. Ok. Bon, bah comme quoi, c'est bon à savoir. Donc pour résumer, ce que tu dis, investir en bourse, donc on peut le faire via le PEA ou on peut le faire directement via des traders. Enfin les traders, comment on appelle ça? Tu sais, Alors les trackers.
Ouais, non, C'est ça? j'ai confondu. Tu sais, on peut le faire en PEA ou on peut le faire en direct via des courtiers en ligne, excuse-moi. Alors, oui, en fait, les courtiers en ligne, ils existent à la fois. Il y a des courtiers en assurance vie et il y a des courtiers en PEA. Ok. Le courtier, en fait, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui vous permet d'ouvrir le produit. Donc, il y a des courtiers en assurance vie. Et là, dans l'assurance vie, on trouve le fonds euro. On trouve aussi des trackers et des fonds immobiliers Mhm. dans les bonnes assurances vie. Et dans le PEA, on l'ouvre via un courtier. Ça peut être Bourse Direct, Fortuneo, etc. On compare les courtiers aussi de PEA sur notre site. Et on l'ouvre via le courtier et après, dedans, on peut investir en titres vifs. On met le produit qu'on veut en fait. Il y a des titres Ouais, vifs, c'est ça. c'est-à-dire les actions, ou des fonds d'investissement actifs, ou des fonds d'investissement passifs, les trackers. Ok. Et les trackers, d'après ce que tu nous dis, c'est ce qui demande dans le fond le moins de recherche et d'éducation personnelle. Oui, Donc on va choisir un tracker. Donc ça peut être un tracker d'un pays, comme par exemple le tracker du CAC 40 qui va reproduire euh, la performance des 40 entreprises françaises. oui. Ou alors on peut y aller avec un tracker monde qui va reproduire la performance des, tu avais dit combien? 1600. 1600. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est clair que quand tu en parles, je trouve que c'est l'option qui a l'air la plus facile, entre guillemets. c'est ça. Et la pratique montre que effectivement, c'est à la fois la plus facile et en plus la plus efficace. C'est ça qui est beau. Mm, Et quand on est investisseur fainéant, comme moi, on aime bien gagner de l'argent sans rien faire. Et là, vraiment, ça permet finalement de gagner à long terme, sans faire aucun effort et sans suivre les actions, sans suivre, voilà, aucun stress. mm. Et ça, c'est vrai que, enfin, moi en tout cas, c'est l'option que je recommande, c'est sûr, parce que c'est l'option qui a l'air de demander le moins d'efforts, le moins de stress aussi, Mm, on n'a pas à chercher partout l'info si ça performe ou pas. mm. Et ouais, d'après ce que tu dis, au niveau du rendement, c'est super intéressant. Et, et nous, c'est ce qu'on aime, toi aussi, Sophie, mais sachez bien que les banquiers, ils n'aiment pas. Et pourquoi ils n'aiment pas? Parce qu'il y a très peu de Ouais, frais dedans. Les ouais. trackers, c'est en moyenne 0,25% de frais par an, de frais de gestion. Donc 0,25, c'est rien, ça ne leur permet pas de manger. Tandis que les fonds actifs, c'est 2% de frais de gestion, voire 2,5, c'est presque 10 fois plus de frais. Donc les banquiers ou les professionnels auront tendance plutôt à pousser les fonds actifs Mhm. plutôt que les fonds trackers. Ouais. Donc, ce qui nous arrange pas, nous, au final, en fait. À nous, ça nous arrange pas du tout. C'est pour ça Ouais, qu'il faut vraiment bien connaître, parce que si on s'y intéresse pas, bah on suit le banquier et on investit en fonds classiques. Et il y a énormément de frais. Et donc, non, non, nous, faut penser surtout à notre pomme d'investisseur. On investit pour nous, on va chercher moins de frais et plus de performance. Tant pis si ouais. le banquier gagne moins d'argent. Ouais, comme tu l'as dit, on investit pour gagner de l'argent, nous, personnellement, en fait. Pour Hum, pas, on s'en fout, en fait, de ce que la banque oui. prend sur nos sous, effectivement. Euh, Autre chose que tu as beaucoup parlé, et je pense que les gens ont dû entendre des acronymes et ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc là, dans ta feuille de route, enfin, dans votre feuille de route, tu parles d'investissement en bourse à long terme, et ensuite tu parles de diversification en immobilier. Donc ça Oui. m'intéresse de t'entendre là-dessus. Tout à l'heure, tu as fait quelques allusions en parlant de SCPI. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça, mais autre chose aussi? Ah oui, oui, c'est ça. Alors oui, pour avoir une vue d'ensemble, en fait, quand on investit, il faut diversifier. On a vu, il y a le fonds euro pour la Ouais. sécurité et pour les projets moyen terme, voilà. Le fonds euro, c'est sécure. Mais pour faire la performance, on investit en bourse, comme on vient de le voir, c'est possible en PEA ou c'est possible aussi via l'assurance vie. Et il y a aussi l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un autre, pour diversifier, on appelle ça une classe d'actifs. C'est Ouais. un autre actif qui est hyper intéressant pour diversifier. Et aussi parce que c'est le seul qui nous permet d'investir à crédit. C'est-à-dire qu'en bourse, on va investir notre propre argent qu'on a déjà économisé. Mais en immobilier, on va plutôt emprunter pour investir l'argent de la banque. Comme ça, on fait travailler plus d'argent. On fait Ouais. travailler beaucoup plus d'argent en empruntant pour investir en immobilier. On emprunte l'argent du banquier et notre propre argent, on le garde pour l'investir en bourse. Voilà. Et ça permet en plus de bien diversifier entre actions et immobilier. Et donc pour l'immobilier, oui, tu parles d'SCPI. Et la SCPI, c'est un produit qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est c'est un produit qui est hyper intéressant pour investir en immobilier en étant fainéant. Ah, Et, et, j'écoute. et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce produit.
Ouais. parce que ça me permet d'investir en immobilier en empruntant. Si je veux, je peux emprunter. Bah, je l'ai fait déjà il y a 2-3 ans. J'ai investi 100 000 euros en SCPI. Je l'ai fait en empruntant en banque. C'est un crédit immobilier classique. J'ai emprunté 100 000 euros et je l'ai placé en SCPI. Et qu'est-ce que c'est la SCPI? J'allais te C'est le demander, ouais. une société civile de placement immobilier. Et en fait, c'est une méga SCI. Je crois que tout le monde ou presque connaît les SCI. Les SCI, c'est Société Civile Immobilier. C'est pour investir en immobilier via une société. Et là, une SCPI, c'est une méga SCI où on trouve un parc immobilier dedans. Et une SCPI peut valoir plusieurs milliards d'euros. Par exemple, la SCPI Immorente Mhm. vaut 3 milliards d'euros parce qu'il y a des dizaines d'immeubles. Et il y a du résidentiel, il y a du Mhm. commercial, des commerces de pieds d'immeubles ou des grands centres commerciaux. Il y a des bureaux, il y a aussi des résidences seniors, j'allais dire juniors, mais étudiantes. Voilà, il y a plein d'immobilier dans les SCPI et les SCPI reversent une part du loyer à l'investisseur. Ouais. Donc c'est géré par des professionnels qui gèrent la SCPI. Ils achètent les immeubles, ils le revendent, ils mettent des locataires, ils font l'exploitation locative, ils payent les factures, la taxe foncière, etc. C'est les professionnels qui gèrent, la société de gestion gère. Et moi, en tant qu'investisseur, tout ce que j'ai à faire, c'est recevoir les loyers tous les trimestres. Je reçois un J'allais te virement demander. Donc, de la société de gestion. tous les trimestres, c'est Hmm. ça? C'est ça que j'allais te Alors demander. généralement, c'est tous les trimestres, oui. Ok. Ouais, ouais, ouais. Généralement, c'est tous les trimestres. Et tous les trimestres, je reçois une part. Alors, je reçois à peu près 1 200 euros par mois, par trimestre, pardon, pour mon investissement. C'est à peu près 1 200, à peu près 5 000 euros par an de loyer pour 100 000 euros investis. Et en face, j'ai un crédit immobilier que je rembourse tous les mois. Donc, il faut prévoir, voilà, il faut lisser. Il faut lisser. Ok. Et ça, voilà, c'est super confortable parce que j'ai pas d'achat. Contrairement à mon Pinel que j'avais acheté en étant jeune, où c'était le stress, fallait mettre en place le locataire, fallait payer les factures, la taxe foncière. Tous les ans, j'avais un nouveau locataire, c'était l'horreur. Ouais, Fallait payer les états des lieux à chaque locataire, rechercher un nouveau locataire, mettre les annonces, optimiser fiscalement. C'était beaucoup de boulot. Tandis que là, avec les SCPI, je suis serein parce que tout est géré par le gérant de la SCPI. On est des milliers à avoir investi dans les SCPI. Et voilà, ça tourne tout seul. On a que les loyers à recevoir. Ok, donc si je comprends bien tout ce que tu me dis là, donc on peut investir en SCPI, on peut en plus faire un emprunt pour ça. Mhm. Euh, on investit via quoi? On va sonner à la porte du gars qui gère la SCPI, il y a un site, comment ça se Bah, c'est possible. Alors, encore une fois, l'assurance vie, c'est magique. On peut investir en SCPI dans l'assurance vie. Dans les fait? bonnes assurances vie, la meilleure, il y a 22 SCPI dedans. Donc, en tout, sur le marché, il y a une centaine de SCPI. Donc, il y a un beau choix. Mhm. Mais sur cette assurance vie, il y en a 22, c'est déjà énorme, hein. Il y a de quoi bien diversifier. C'est laquelle tu Donc, avais c'est dit? possible. Pardon? Tu as dit la meilleure assurance vie et là j'ai pas entendu. C'est laquelle? C'est Linksea Spirit L'INSEAD. que, que je compare aussi sur mon site. On a un article qui s'appelle quel SCPI, quelle est la meilleure assurance vie pour investir en SCPI. Ok. Et on a comparé, la meilleure c'est Linksea Spirit parce que on reçoit 100% des loyers. Ça peut paraître bizarre, mais ailleurs, souvent c'est 85% des loyers seulement qu'on reçoit. Ok. Mais dans celle-ci, on reçoit 100%. Et en plus, il y a un beau choix de SCPI, il y en a 22, donc ça permet de bien diversifier. Et en plus, il y a peu de frais de gestion, c'est 0,50% par an. Ouais, donc Alors là, qu'ailleurs, c'est 0,7, 0,8, voire 1% par an. Donc c'est vraiment le top comme assurance vie pour investir en SCPI. Donc ça, c'est la solution assurance vie. Sinon, on peut investir hors assurance vie. Et là, on va toquer à la porte, alors soit un conseiller en gestion de patrimoine ou une banque, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de choix et ils sont pas spécialisés. Soit, encore une fois, il y a des courtiers spécialisés. Donc, cette fois, c'est pas un courtier en bourse ni en assurance vie. Cette fois, c'est un courtier en SCPI en ligne. Et là, mhm. dans notre article sur ADI, on compare aussi, on a un article SCPI où on compare les meilleurs courtiers en SCPI
Et il y en a qui existent depuis une vingtaine d'années, hein. C'est pas nouveau. Les SCPI, ça existe depuis 50 ans. Mais depuis, je crois que c'est 15-20 ans, il y a des courtiers en ligne qui se sont spécialisés dans la distribution et le conseil en SCPI. Et donc, on peut faire ça, on peut appeler la société qui est conseil en investissement financier. Mhm. Et la société va nous guider, va nous conseiller quel SCPI prendre. Moi, j'aime bien investir sur 3 SCPI au moins différentes. Au Ok. moins 2-3 SCPI différentes. Parce qu'il y a des SCPI qui vont investir à l'étranger. Il y a des SCPI plutôt qui vont investir en France, à Paris, en province. Il y a des SCPI qui vont investir plutôt sur le marché résidentiel, d'autres plutôt sur les commerces ou le bureau, ou aussi les entrepôts ou les maisons de santé. Donc, ça permet de bien diversifier les SCPI. Et ça, bah là, on obtient le conseil en passant par un courtier spécialisé en SCPI. Il va nous dire, prenez tel ou tel SCPI, qui a tel rendement, telle évolution des prix, parce que c'est de l'immobilier, hein, ça reste de l'immobilier, c'est-à-dire que le prix évolue. Mhm. Ces dernières années, ça a plutôt évolué à la hausse, le prix des parts de SCPI. Donc on a un conseil fiscal, et voilà, c'est la deuxième option. Donc en assurance vie ou par un conseiller, par un courtier expert en SCPI en ligne. Ok, ça marche. Et donc, si je récapitule, je peux faire un prêt, investir en SCPI à travers un courtier ou mon assurance vie. Mhm. Je mets les sous. Et Ouais, en gros, après, c'est toute la SCPI qui s'occupe de la gestion de tous les jours. Moi, j'ai rien à faire voilà. si ce n'est que toucher les loyers tous les trimestres. Voilà, le gros effort, c'est que je dois me connecter sur mon compte en banque et je vois que l'argent est tombé et je le mets sur mon petit Excel. Ok. Parce que j'ai un Excel de suivi. Ok. Voilà, c'est tout. Si on veut bien faire les choses, on fait le suivi. Et truc que tu as dit, j'ai une petite question, c'est peut-être un peu bête. Tu as dit que toi, tu as acheté plusieurs SCPI. Ouais. Est-ce qu'avec avec le prêt que tu as fait, est-ce que tu as le droit de le répartir comme tu veux ou un prêt égale une SCPI? Oui, c'est ça, bien vu, parce que oui, j'ai eu 3 SCPI et du coup, la banque m'a fait 3 prêts différents. Ah, Mais bon, c'était en même temps, hein, c'était assez rapide. Mais bizarrement, je m'attendais qu'à un seul crédit immobilier, mais bizarrement, j'ai eu 3 crédits de 33 000 euros et quelques. ouais, parce Euh, qu'en fait, c'est trois biens immobiliers différents quand bah, ils c'est sont. ça, C'est pour ça, ok. c'est ça, t'as bien vu. Ouais, c'est des crédits affectés en fait. C'est des crédits affectés et le crédit est affecté à la SCPI Immorente, par exemple. Ok. C'est vraiment affecté au nom de la SCPI. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'à la fin, tu as un immeuble? Enfin, un immeuble, c'est pour ton famille, je rêve en couleur là. Mais est-ce que tu as, est-ce que tu un studio? Est-ce que tu as. Enfin, comment ça marche? Ou est-ce que tu as juste, on te dit, bravo, tu as 15% du parc immobilier? Ben, en fait, en fait, j'ai un titre de propriété déjà. Pour chaque SCPI, on a une attestation de propriété et on reçoit une communication régulière tous les trimestres. Au Mhm. moment du versement des loyers, on reçoit une plaquette. Souvent, c'est un mail avec une plaquette qui montre les achats, quel immeuble a été acheté, quelle adresse. Et on peut voir les photos des immeubles, hein. Je sais que j'ai tel immeuble à Paris avec son adresse précise. Alors souvent, je vais voir, tiens, ils ont acheté quel immeuble. On voit précisément les adresses, on peut voir la gueule de l'immeuble, et puis tout le parc immobilier est connu. J'ai un gros fascicule avec les dizaines d'immeubles que je possède, entre guillemets. Moi, en fait, je possède des dizaines d'immeubles, mais à chaque fois quelques centimètres carrés de chaque immeuble. Mhm. Et question peut-être bête, mais tu vas toucher des loyers pendant combien de temps? C'est toute ta vie ou c'est... Toujours. Tant que je suis propriétaire, Mhm. les biens sont loués, et donc je touche les loyers proportionnellement à mes parts. Si j'ai 1% de la SCPI, je touche 1% des loyers de toute la SCPI. Ok. Donc ça s'arrête pas au bout d'une année, c'est pas un prêt en fait. Non, non, ouais, c'est pour toujours. Je suis propriétaire pour toujours, jusqu'à ce que je revende. Si un jour je veux vendre mes CPI, je peux le faire. Mais tant que je suis propriétaire, je reçois mes loyers. Super intéressant. Tu vois, ça c'est quelque chose que je connaissais vraiment, vraiment pas beaucoup. Et Donc, pourtant, ça existe depuis 50 ans, mais ça reste encore ah assez ouais. méconnu. Hein. Et écoute, je vois qu'on parle. Autre question sur l'immobilier. Donc, à part les SCPI, est-ce que tu vois d'autres investissements en immobilier qui sont accessibles pour des grandes débutantes? Ah, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est le crowdfunding immobilier. Alors, excusez-moi, c'est encore un nom un peu barbare, je vais l'expliquer à toutes et Ouais. tous. Le crowdfunding, en français, ça veut dire financement participatif.
C'est-à-dire que on va sur une plateforme en ligne, par exemple Omnity, qu'on aime bien, Mhm. et là-dessus on a des projets. Il y a des promoteurs immobiliers qui disent par exemple, bah moi j'ai mon projet, c'est de vendre un immeuble que je suis en train de construire. J'ai besoin d'un financement. Et c'est un financement participatif parce que je demande à la communauté d'investisseurs sur cette plateforme, bah, je demande un financement par les Français, par les gens qui sont là. C'est participatif. Et donc, on est des dizaines ou des centaines à investir dans ce projet. Par exemple, le promoteur cherche 500 000 euros pour construire son immeuble. On va être 1000 personnes à investir chacun 1000, 2000, 3000 euros, voilà. Chacun dans son budget. On va investir. Et cet argent, en fait, c'est un prêt. C'est un prêt que l'on fait au promoteur immobilier qui, avec cet argent, va pouvoir construire son immeuble. Alors souvent, ça vient compléter, hein. Le promoteur immobilier a déjà eu un crédit bancaire classique. Mhm. Admettons, il a eu un financement de 3-4 millions d'euros par la banque. Il a apporté 500 000 euros sur fonds propres. Et peut-être qu'il va chercher à compléter 500 000 euros en empruntant à des épargnants en crowdfunding immobilier, en financement participatif. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne, nous, en tant qu'épargnants? On va gagner, en général, c'est en moyenne entre 8 et 10% de rendement. Donc c'est un gros rendement, Pas mal, 8-10% hein. de rendement annuel. Tous les ans, on a des intérêts, parce que le promoteur immobilier nous reverse ses intérêts. Et généralement, ça dure 2 ans. Généralement, ça dure 18 mois ou 24 mois. Et donc, tous les ans, hop, les intérêts. Et si jamais, alors ça arrive, hein, avec le Covid, il y a eu des retards de chantier. Concrètement, il y a des chantiers qui ont été reportés de 3 mois, voire 6 mois. Eh bien, les intérêts courent toujours. C'est ça qui est beau. Alors, s'il y a un Ah, retard de chantier de 6 mois, bah, c'est pas grave, parce que on a 10% d'intérêts qui courent toujours pendant les 6 mois. Et jusqu'à présent, il y a eu des centaines, je crois que c'est 300 projets qui ont été financés comme ça sur la plateforme dont on parle sur ADI, qui s'appelle Homunity. 300 projets et il y a eu zéro défaut de paiement. C'est-à-dire que les promoteurs immobiliers ont toujours payé rubis sur ongle les intérêts aux épargnants. Donc il y a eu pour l'instant zéro problème. Donc ça fait des beaux rendements pour un risque qui semble assez mesuré parce que pour l'instant il y a eu aucun souci. Les promoteurs qui ont été mhm. choisis par la plateforme sont sérieux. Ils ont déjà de l'expérience, ils ont de la trésorerie, et souvent c'est des projets qui ont déjà été vendus. C'est-à-dire que le promoteur cherche de l'argent pour un immeuble d'habitation dont 50% des appartements ont déjà été vendus. Donc ils ont déjà commercialisé une bonne partie des appartements, donc ils ont déjà en plus la trésorerie, ils sont sûrs de gagner de l'argent. Donc le risque est assez mesuré. Après, le promoteur vend à la fin de l'opération et c'est ainsi qu'il rembourse les intérêts. Voilà, c'est ça que je voulais te demander. Donc, en gros, les intérêts, comment ça se passe? Est-ce que on, on les touche pendant la durée du prêt ou à la fin du prêt? Les fameux Généralement, c'est du in fine. Bonne question. in C'est du fine. in fine, c'est-à-dire qu'on les touche à la fin de l'opération, mais c'est du court terme, hein, parce que souvent c'est 18-24 mois. Donc on touche les 10% annuels, mais À c'est la de fin. l'annuel, hein. On aura Ouais, ouais. bien 10% fois 2 ans à la fin de l'opération. Ah, ok. Ok. C'est pour ça que ça vaut le coup parce que là, pour le coup, c'est un prêt court terme qui rapporte Mm. pas mal, d'après ce que tu dis. Ouais. Et d'après les chiffres de la plateforme dont tu nous parles, il n'y a pas d'impayé, quoi. Il n'y a pas de Bah, pour création. l'instant, je crois que c'est 300 projets, il y a eu zéro problème, zéro impayé. Ok. Donc c'est sérieux. Et bon, après, on ne sait jamais comment. D'ailleurs, c'est une grande leçon à retenir, c'est les performances passées ne préjugent pas des Oui, performances à venir. effectivement. Mais bon, C'est ceci bon dit, on peut c'est être bon à dire, assez oui. rassuré. Et deuxième question, est-ce que comme pour une SCPI, on peut faire un prêt pour investir dans le crowdfunding? Ah là, non. Non, Non. c'est ou alors un crédit conso. Mais Ouais. généralement, on fait les crédits conso pour acheter une voiture ou des voyages ou je ne sais pas. J'en ai jamais fait, Ouais. non, on peut pas faire de crédit immobilier pour investir en crowdfunding. Donc, c'est de l'argent en fait qu'on va placer à court terme, 1 an ou 2, que l'on place à court terme et sans crédit. Donc, c'est vraiment de l'épargne dont on dispose déjà à l'instant T. Ouais, ouais. Pour le crédit Bah conso, après, en plus, faut que ça vaille le coup parce qu'il y a des crédits conso qui ont des taux ouais. incroyables, tu vois. Bah après, on trouve des super taux en banque en ligne.
Ouais, Là, je boucle un peu avec ce qu'on disait au début. Il faut une bonne banque en ligne parce que, par exemple, Boursorama, on trouve des crédits conso à 0,80%, je crois, ah, à waouh, rembourser sur 4 ans. C'est hyper bas. ouais, Donc, j'en connais des petits malins qui prennent un crédit conso là sur 4 ans à 0,80 et après ils le placent comme ça à 8%. Et là, ça fait un bel effet levier. ouais, c'est vrai. Là, c'est un effet levier. Je sais pas si ça parle aux auditrices, mais Mais l'effet levier, tu peux c'est le donner fait un d'emprunt. exemple, par exemple, si tu peux, pour montrer Ouais. cet effet de levier. Bah, le fait levier, on le trouve quand on emprunte à la banque. Donc, c'est pas son argent c'est l'argent de la banque qu'on emprunte à taux bas, donc typiquement du 1%, pour l'investir à taux plus élevé, à 3-4%. Ainsi, on appelle ça du levier parce que on paye peu d'intérêt, 1% d'intérêt seulement, alors que l'opération nous rapporte 4% ou 8-10%. Mhm. Et c'est ça qui est beau. On n'emprunte pas cher et on investit parfois 5 fois ou 10 fois mieux Et on, le et taux on d'intérêt du peut, crédit. et on peut aussi dans le même temps faire autre chose avec l'argent qu'on a à nous, donc comme l'investir Bah, en c'est bourse, ça. etc. Ouais, bien vu. Ouais, comme ça, notre propre argent, on le garde et on l'investit en bourse, par exemple. Donc tout Et travaille en gros. on fait travailler l'argent qui nous appartient pas. Donc, on fait travailler 2 fois plus d'argent si on veut. Ouais. Donc pour conclure sur l'immobilier, tout ce que tu me proposes, enfin les deux options que tu me proposes, c'est jamais de chercher un bien, d'aller le visiter, de faire une offre, d'aller voir un banquier, de faire un prêt et ensuite de faire des travaux, de le meubler et d'essayer de faire d'autres choses d'investissement. Toi, ce que tu me parles, c'est comme tu dis des options de fainéants qui C'est ça. rapportent plutôt pas mal en fait. C'est ça. Moi, j'aime bien l'investissement fainéant parce que souvent, les gens parlent de revenus passifs. Ouais, Surtout les youtubeurs, ils disent toujours sur YouTube, je suis devenu riche avec l'immobilier grâce à mes revenus passifs. Et non, ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est pas passif du tout. ouais, Quand on gère un appartement, c'est énormément de boulot. Déjà, il faut passer des dizaines d'heures à chercher un le appartement bon bien. rentable. Ouais, ouais, ouais. Et après, une fois qu'on l'a acheté, il faut encore passer plein de temps à le gérer, parce qu'il faut mettre en place les locataires, il faut parfois faire des travaux, il faut déclarer fiscalement, c'est compliqué. C'est énormément de boulot. Donc, un appartement, déjà, ça me prenait du temps. Donc, j'imagine à peine les gros propriétaires qui ont des dizaines d'appartements. En fait, c'est un temps plein, c'est pas des revenus passifs. Ils sont entrepreneurs à Un temps plein. travail. Ouais, ouais, c'est ça. Et l'argent, enfin, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand on me dit, ouais, j'ai 5 immeubles, je suis rentier, ben non, enfin, s'il le gère lui-même, il n'est pas rentier. En fait, il est juste entrepreneur immobilier. Et son job à temps plein, c'est de gérer ça. Mm. Donc, moi, j'aime bien l'investissement où, en fait, j'investis et après, ça tourne tout seul. Je reçois mes revenus, mais là, pour le coup, c'est vraiment des revenus passifs. Et puis voilà, je suis tranquille. Ouais. Écoute, c'est génial. Tu vois, deux choses que je ne connaissais pas. Le crowdfunding, je ne connaissais pas. La Hmm, CPI, je connaissais un peu, mais j'avais aucune idée qu'on pouvait faire un prêt pour financer ça. Donc, c'est super, super intéressant en fait. ouais. Ok. On va conclure sur tout ça parce que sans m'en rendre compte, ça fait 1h20 presque qu'on discute. C'est On génial. pourrait parler pendant des heures. Dernière question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je l'ai reformulée. Je vais te donner la question que j'ai brute et après la question que j'ai reformulée. Sophie, comment gagner beaucoup, beaucoup d'argent avec l'investissement sans prendre aucun risque? Alors ça, Question c'est reformulée. Existe-t-il des supports avec des bons rendements et peu de risques? Parce que bon, pas de risque, ça n'existe pas, mais bon. ouais, non, mais c'est bien de poser cette question parce que c'est vraiment le B à bas, c'est vraiment le truc à comprendre pour éviter de se faire escroquer dans la vie. Parce que si quelqu'un vous promet un risque, pardon, si quelqu'un vous promet un rendement élevé sans prendre de risque, ça s'appelle une escroquerie. Ouais, c'est une Ça, arnaque. ça n'existe pas, c'est impossible. Si on me promettait un produit comme un livret A, un livret qui me rapporte 10% par an, sans risque, et je peux retirer l'argent quand je veux, bah, je placerai pas en livret A, ni en fonds euro, ni en bourse, ni en immobilier. Je mettrai tout sur ce super livret. Ouais. Et, euh, On ferait et tout pourtant, ça en fait. on serait fou de ne pas le faire. Et pourtant, il y a plein d'escrocs sur Internet qui le font. Donc voilà, déjà, il faut vraiment comprendre ça, c'est que ça n'existe pas. Il y a 3 critères quand on investit, c'est le rendement, le risque et la liquidité. La liquidité, c'est le fait de pouvoir entrer et sortir quand on veut sur un claquement de doigts. Mhm.
On a vu qu'en immobilier, le rendement, il peut être sympa à 4 ou 5%. Le risque, ça peut être risqué parce qu'on peut ne pas payer des loyers. Surtout quand on a deux, trois appartements, il y a un gros risque. Il y a que deux, trois locataires. Quand on a des SCPI, moi j'ai des milliers de locataires, j'aurai toujours des loyers. Ouais, c'est ça. Mais quand on a qu'un seul ou deux, trois appartements, c'est risqué. Il y a un risque de ne pas recevoir des loyers, il y a un risque qu'on m'abîme, qu'on me dégrade l'appartement, il y a un risque que les prix immobiliers baissent. Ça, c'est le risque. En bourse, il y a aussi des risques que ça baisse. Voilà. Donc ça, c'est le critère risque. Et après, le troisième critère, c'est la liquidité. En livret A, en fonds euros, je sors quand je veux. En immobilier, si je veux vendre un appartement, faut au moins 3 mois, ne serait-ce que pour signer devant le notaire. En bourse, c'est très liquide. Je claque les doigts, c'est vendu. Donc voilà, en fait, chaque investissement s'évalue selon ces trois critères, rendement, risque, liquidité. Et si on vous promet les trois en même temps, un bon rendement, sans risque et avec une bonne liquidité, c'est pas Ouais. possible, ça n'existe pas, c'est une arnaque. Aller dans l'autre direction. Ouais, il faut courir en fuyant. Et il y en a plein, on a vu régulièrement des escrocs comme ça, on rigole souvent avec Ludovic en disant, tiens, ils ont encore sorti un super livret parking. L'autre coup, on a vu ça, le livret parking à rémunéré à 6%, n'importe quoi. Et c'est malheureux parce qu'en fait, ça va berner seulement la population fragile qui n'a aucune éducation financière, Ouais, qui n'est pas forcément la plus aisée, et qui vont se retrouver ruinés parce qu'ils vont mettre beaucoup de pognon là-dedans, et c'est clairement des arnaques, quoi. En ouais, fait, ce qu'il faut retenir, c'est on peut devenir riche en investissant, mais il faut être très discipliné et il faut être patient. Ça se fait sur du long terme. mhm, Ça se fait en investissant en bourse et en immobilier et en étant patient sur du long terme, sur au moins 10 ans, quoi. ouais, C'est pas du jour au lendemain en investissant sur des arnaques, des livrets parking, des livrets gold ou des trucs vendus sur Internet. On trouve tout et n'importe quoi. Mais non, non, faut retenir vraiment qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Il y a toujours, si on a un bon rendement, c'est qu'il y a un risque en face. Et il faut assumer le risque. Et souvent, en investissant à long terme, ça permet de lisser le risque. Investir en bourse en un an, c'est du suicide, c'est hyper risqué mhm. parce que c'est volatile. Mais investir en bourse sur 10 ans ou 20 ans, alors là, il y a quasiment zéro risque parce que c'est cyclique, il y aura des hausses et des baisses, mais Oui, sur 10 ou 20 ans, en moyenne, ça sera 7% en investissant en trackers. et parce qu'il y a la magie des intérêts composés, comme tu l'as dit au tout début. En Voilà. fait, on peut pas demander à la bourse de fructifier en 2 ans pour retirer le capital. C'est pas possible. Oui, Il faut être patient. C'est pour ça que c'est très important. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est que il faut investir que l'argent dont vous pouvez vous passer maintenant. Donc, en oui, gros, oui, oui, l'argent que vous investissez, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. C'est de c'est ça. l'argent que vous pouvez faire fructifier pendant 10, 15, 20, 30 ans et qui va prospérer grâce, comme tu as dit, au fameux 7% de Mhm. performance sur la bourse depuis des années, en fait. Ouais, c'est pour ça, ça rejoint ce qu'on disait au début. On part d'une page blanche, on fait ces trois colonnes. Court terme, livret A. Moyen terme, c'est le fonds euro, parce que si j'en ai besoin dans 2, 3 ans, je peux racheter, je peux récupérer l'argent quand je veux. Et long terme, là, c'est le plus sympa. C'est là qu'on aura les meilleurs rendements. C'est les actions et l'immobilier. Mais là, il faut au moins 8 ans devant soi. Mhm. Ok. Ben écoute, super. Merci, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était super instructif. Avec plaisir, Sophie. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que je reçois tout le temps. Donc, pour débuter, clairement, là, on sait quoi faire. Et bah, si vous qui nous écoutez, vous avez envie d'aller plus loin, Avenue des investisseurs est un très bon site où il y a plein de ressources et plein de comparatifs. Donc, si vous avez des doutes sur n'importe quoi, assurance vie, PEA, courtier en ligne, etc., bah, allez faire un tour justement sur Avenue des investisseurs. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci, Sophie. C'était un plaisir. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose ou je pense qu'on a pas mal fait le tour? Bon, je pense que c'est complet. Et je veux pas saouler. Je peux vite me laisser déborder à parler pendant des heures et des heures du Moi aussi. sujet. Je suis passionné, Ouais, c'est mais pas aussi quand on aime le sujet. c'est ça. Après, s'il y a des questions qui arrivent de tes auditrices dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, il n'y a pas de souci, on est là.
Parfait. Ok, donc c'est ça. Rappelez-vous, le site en question, c'est Avenue des Investisseurs. Là, on était avec Nicolas, mais il y a aussi son cofondateur, Ludovic, qui écrit tout comme toi, en fait, sur le site. Oui, Ok, bon, bah écoute, on va conclure là-dessus. Merci encore. Et merci Sophie. puis, ben, j'espère que vous avez tout aimé cette interview. Et puis, si vous aimez le support, n'hésitez pas à me le dire. J'en referai d'autres par la suite. Voilà, merci Nicolas. Merci, salut.